Voilà, nous revoilà donc avec Jean-Marc Léger pour ce sondage, cette première collaboration entre Léger Canada, 338 Canada et maintenant Média. Ce sondage sondage fait sur des Américains. Attention, hein, on parle ici, on est allé, Jean-Marc, tu vas me confirmer, vous êtes allé vraiment sonder des Américains, des démocrates, des indépendants, des républicains. C'est ça au niveau de la méthodologie? Oui, on a sondé l'Amérique profonde pour avoir des vrais résultats et surtout des résultats à jour parce qu'il se passe tellement de choses, William. Moi, je te suis régulièrement, presque quotidiennement et à tous les jours, il y a des événements. Mais là, on voulait, dans le fond, plonger le thermomètre dans les Américains, dans la bouche des Américains pour comprendre où ils en sont en juillet ou août 2025. Ouais, exactement. Et avant de partir sur la partie Epstein qui fait l'actualité, qui embarrasse la Maison-Blanche, qui tous les jours nous dit non, non, mais vous inquiétez pas, c'est fini, cette affaire n'intéresse personne. Vous allez voir le sondage, vous allez voir les résultats de l'enquête de Jean-Marc, c'est pas vraiment le cas. On va se lancer dans ce sondage. J'ai trouvé que c'était assez intéressant avant de rentrer dans la popularité ou pas de Donald Trump et de parler de Elon Musk. Vous êtes allé faire ce qu'on appelle un sondage générique au niveau des États-Unis, c'est-à-dire que vous avez posé la question, on va le voir tout de suite Thomas, pour 2028, je sais, on y arrive, c'est pas tout de suite, il en arrive, en demandant aux gens, est-ce que vous voulez voter pour un résultat, un candidat républicain ou démocrate? Donc il n'y a pas de nom. Explique-nous comment ça se passe, ce genre de sondage. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pourquoi vous avez fait ça? Ben, parce que dans le fond, c'est un tracking qu'on fait. C'est la même question qu'on va poser mois après mois pour voir l'évolution de la popularité. Vous voyez, il y a un premier constat aujourd'hui, c'est que malgré le chaos, malgré les tarifs, malgré l'affaire Epstein, malgré toutes les inepties de Donald Trump, la base MAGA l'appuie toujours. Vous voyez, vous avez le 45% en rouge, c'est 45% qui appuient les républicains. Les démocrates sont qu'à 49%. Oui, si on regarde, si on compare aux résultats de novembre dernier, quand il a été élu, Donald Trump a eu 50% des voix et les démocrates ont eu 48% des voix. Donc, malgré tout ce qui se passe, il n'a perdu que 5% des voix. Et les démocrates n'en ont récupéré pratiquement aucun. Parce que les démocrates sont aussi mauvais que Donald Trump. Hein. Faut pas se faire d'illusions, là. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de direction, il n'y a pas véritablement une opposition forte aux États-Unis. Fait qu'on se retrouve quand même encore aujourd'hui, William, dans la marge d'erreur, un marge d'erreur de 3% dans ce type de sondage-là. Fait que malgré tout, là, Donald Trump est encore très populaire dans l'Amérique profonde. Ah non, c'est sûr, c'est bien de le souligner. Ben, je vais faire une petite parenthèse. Tu viens de parler des démocrates en disant que il n'y avait pas un leader. Alors évidemment, faire des prédictions, c'est pas une prédiction que je te demande. En 2025 pour un scrutin qui est dans 3 ans, ça serait de la folie. Je vais pas te demander ça, mais est-ce que tu vois quelque part parmi ceux qui sont visibles aujourd'hui, hein, parce que peut-être dans 2 ans, on parlera plus de Josh Shapiro ou d'un autre. Est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait assumer ce rôle de leader au niveau des démocrates? Oui, la réponse c'est oui, parce qu'il y a quand même des personnalités très très fortes qui sont là, qui actuellement, dans le fond, jaugent leur appui, vont chercher surtout des appuis financiers, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est la finance qui a l'impact sur les élections. Il faut qu'ils soient capables de ramasser des fonds. Fait que vous avez 3 candidats dans les sondages qui performent. Vous avez toujours Kamala Harris, qu'il faut pas sous-estimer, même s'il a perdu la dernière fois, elle est encore là dans l'univers démocrate. Vous avez Pete Buttigieg aussi, qui était une personnalité extrêmement forte, qui cherche à se présenter, mais surtout le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui lui, non seulement a des appuis importants, mais il y a aussi le fait qu'il y a une force mobilisatrice qui est exceptionnelle par rapport aux 2 autres candidats. Donc il y a des candidats d'envergure, mais jusqu'à l'élection de mi-mandat, il n'y aura pas vraiment de leader du Parti démocrate. C'est après l'élection de mi-mandat, donc en novembre 2026, là, que va émerger un leader et que les sondeurs vont être capables d'évaluer la performance de chacun des individus. C'est long, 3 ans en élection, surtout aux États-Unis, où il y a tellement de choses qui vont se passer au cours des dernières années. Mais je Ouais. voudrais dire une chose. Vas-y, La vas-y. première évaluation des Américains, c'est sur Donald Trump d'abord. Nonobstant qu'il va se présenter contre, là, en premier, c'est Donald Trump. C'est un vote, ça demeure un référendum sur Donald Trump. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, si le candidat est J.D. Vance, qui est son vice-président,
ça sera, il fera sa campagne sur l'héritage Trump. Donc, forcément, il sera jugé par rapport à Trump. 2 secondes encore sur ce sondage 2028. On va voir dans le détail. Vous êtes rentré. C'est ce que j'aime toujours beaucoup chez vous, c'est que non seulement vous faites l'âge, le sexe, le genre, les couleurs politiques, mais aussi on voit les partis de l'Amérique. Quand tu nous parlais de l'Amérique profonde, on voit que au niveau du Midwest, c'est toujours le républicain qui est en tête. Hein. L'équilibre entre les États bleus et les États rouges, il n'est pas forcément prêt de changer aux États-Unis. Oui, parce qu'on divise les États-Unis en quatre ici, puis vous voyez, le nord-est américain est plutôt démocrate, l'ouest, surtout la Californie, surtout démocrate aussi, alors que le Midwest et le sud-ouest est davantage du côté des républicains. Mais là, il faut faire une distinction parce que dans le monde urbain, les démocrates sont largement en avance, plus de 20%, et dans le monde rural, ben là, c'est Donald Trump qui domine directement. Donc, dans toutes les petites villes américaines, là, c'est Donald Trump qui domine. Dans ce tableau-là, il y a deux réalités. C'est que Trump a déjà perdu les jeunes. Ce qui est juste un phénomène assez important parce que les jeunes ont quand même appuyé dans une forte proportion Donald Trump, pas majoritairement, mais une forte proportion. Là, maintenant, vous regardez la colonne des 18-34 ans, vous voyez l'avantage des démocrates, c'est 56 contre 39. Fait que c'est quand même une avance de 17 points, c'est quand même considérable. Et l'autre facteur, c'est chez les femmes. Là où il a perdu le plus de points Donald Trump, c'est chez les femmes. Donc, les femmes et les jeunes sont les deux premières clientèles qui sont devenues les plus critiques à l'égard de Donald Trump. Ouais, et il faut savoir que lorsqu'on fait plus de 50% qu'on voit chez les jeunes sur un candidat démocrate, alors que tu viens de nous expliquer que pour l'instant, on ne sait pas qui c'est et qu'il n'y a pas de leader, c'est là qu'on voit que Trump est vraiment en difficulté sur cette partie-là. Dans les premiers chiffres, Thomas, tu peux nous remontrer le premier visuel, on voit que il y a 5% qui disent quelqu'un d'autre, et donc ça amène à la deuxième partie de votre enquête qui tourne autour de la déclaration. Pour l'instant, c'est qu'une déclaration d'intention. Parce qu'on attend de voir s'il va passer aux actes, de Elon Musk de lancer son American Party, donc son troisième parti. Et vous avez tenté de mesurer l'opposition ou le soutien à cette intention d'Elon Musk. Donc voici le premier tableau. Est-ce que tu peux nous le présenter? Exactement. D'abord, vous voyez, le déplacement depuis novembre dernier, c'est un développement de 5 points d'appui pour Donald Trump qui sont allés à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont pas appuyé les démocrates, ces gens-là, ils sont un peu entre les deux. Et l'idée de Donald Trump percole quand même parce qu'il y a 31% des électeurs qui disent qu'ils soutiennent l'idée d'un parti américain créé par Donald Trump. Bon, soutenir, c'est facile. C'est facile de dire je le soutiens, ça n'a pas d'incidence. Mais est-ce que tu voterais pour? Et c'est là la difficulté pour Elon Musk, parce que oui, il y a 31% qui soutiennent, mais si vous allez au tableau suivant, vous allez voir que vous avez seulement 9% de gens qui appuient Donald Trump. C'est l'autre après, deux tableaux plus loin. Là. Et vous voyez que vous avez seulement 9% d'appui. Fait que oui, sur le principe, il y a le tiers des Américains, mais il y a seulement 9% des gens qui appuieraient. Vous avez le tableau là. Qui est là, le 45% démocrates, vous auriez 40% républicains et 9%. Et là, William, le constat, c'est que dans le fond, les démocrates perdraient 4% des voix et les républicains perdraient 5% des voix. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est pas l'arrivée d'un troisième parti n'a pas un impact uniquement auprès des républicains de Donald Trump. Ça a un impact quasi égal chez les deux partis politiques. Donc, il nuit dans le fond à tout le monde. Mais ce n'est que 9% des voix. On voit que c'est une idée qui a pas beaucoup de chemin, fait pas beaucoup de chemin. On se rappelle, dans les années passées, on a eu des Ross Perot, on a eu des tiers candidats qui, au début, créaient un peu d'effervescence, oui. Mais à la fin, ça se résorbe à peu près toujours. Une petite donnée, William a mentionné, 31% des Américains soutiennent le troisième parti. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a autant chez les républicains que les démocrates. Ouais, on le voit dans le tableau. Je pense qu'on l'a. Voilà. Ouais, c'est complètement fou cette statistique. On voit qu'ils sont à égalité quasiment à ce niveau-là. Exact. C'est que les gens se cherchent dans le fond une autre option. Parce que vous voyez, contrairement en France ou au Canada où on a le multi-parti, aux États-Unis, tu votes républicain ou démocrate. Donc, vous avez 330 millions de personnes qui sont là. Les 18 ans et plus, c'est quoi? C'est 240, 250 millions d'Américains qui votent.
et sont pris à voter pour deux options. Et la troisième option n'a jamais véritablement d'impact, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays occidentaux où il y a plus que deux partis politiques. Ouais, non, et ce chiffre, pour moi, quand je l'ai vu, il m'a intéressé et il fait écho à pas mal d'enquêtes qui sortent à ce moment où on voit que le Parti démocrate a une mauvaise opinion, plus mauvaise que le Parti républicain, mais elle est liée à deux facteurs. Un, les républicains rejettent le Parti démocrate, normal, classique, mais c'est les démocrates qui ne sont pas satisfaits du Parti démocrate. Et donc, c'est pour ça que une option de partir sur un troisième parti, ou en tout cas de réformer en profondeur le Parti démocrate, ça va être un des enjeux, de toute façon, de cette campagne en 2028. C'est que le modèle habituel du Parti démocrate est allé de Clinton à Hillary Clinton en passant par Joe Biden, voire Kamala Harris, c'est un modèle que les électeurs rejettent, comme une partie des électeurs républicains rejetaient ce modèle il y a 20 ans, qui a permis le mouvement du Tea Party et puis l'arrivée de Donald Trump et de MAGA. Il y a la même chose qui est en train de naître au niveau du Parti républicain et du Parti démocrate, et donc je ne suis pas surpris de tomber dans ces 31%. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je me dis que avant d'arriver à une élection présidentielle où l'impact d'un parti de Elon Musk peut faire une différence, c'est au moment des élections de mi-mandat, dans des situations extrêmement particulières où tu as une élection serrée et il y a le rôle de ce qu'on appelle ce candidat spoiler qui serait là pour enlever ou pour soutenir financement. Je pense ici à Thomas Massie dans le Kentucky qui va faire face à Donald Trump, et donc l'idée de venir soutenir ce genre de candidat. Est-ce que ça te semble une stratégie viable pour Musk d'essayer d'intervenir dans les élections de mi-mandat? Oui, parce que ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'il ne veut pas présenter des candidats partout. Il veut présenter des candidats dans les États clés où ça compte véritablement. Mais derrière ça, là, ça permet de Musk de continuer d'exister politiquement et d'avoir un certain poids sur la politique américaine pour ses propres affaires personnelles. Cet individu-là, il fait pas ça pour l'Amérique, hein, il fait ça pour lui. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, jusqu'où. Vous voyez, il est passé d'un pro-Trump et le plus grand partisan de M. Trump à un des plus critiques à l'égard de M. Trump en quelques mois. Fait qu'il est un peu difficile à décoder. Par contre, il a mis quoi, près de 300 millions de dollars dans l'élection d'un fois pour appuyer M. Trump? Au moins 300. Au moins 300. Ouais, s'il décide d'ajouter 300 millions dans une campagne, dans un 7-8 États clés, ça peut quand même faire la différence. Fait qu'il est à surveiller, mais je trouve qu'il était très décevant jusqu'à maintenant de Elon Musk. Fait que lui faire confiance, là, pas beaucoup, pas tellement à ce moment-ci. Non, tu sais, Elon Musk, il a quand même une spécialité, parce qu'on a vu pareil au niveau de ses affaires, où on le dépeint en permanence comme un génie. Je ne veux pas revenir sur ça, mais on l'a vu être très très fort dans l'effet d'annonce. Mais dans l'exécution de l'effet d'annonce, je veux dire que le seul moment où son effet d'annonce a été suivi d'un véritable travail sur le terrain d'exécution, c'est lorsqu'il a décidé de soutenir Donald Trump ces derniers mois. Et il a fait un travail sur le terrain d'aller recruter des électeurs ces fameux low propensity voters qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. C'est la seule fois. Mais sinon, c'est un petit peu sa spécialité. On a parlé pas mal de Donald Trump, forcément. Et évidemment, c'est une des parties de votre sondage, d'être allé mesurer demander l'opinion des Américains, ce qu'on appelle le favorability, donc sa courbe d'opinion favorable ou défavorable. Ça, ce sont les chiffres. On va voir cette courbe, cette performance, cette courbe, cette évolution. On va partir de là, en fait. Qu'est-ce que toi, quand tu vois cette courbe-là, c'est quoi tes enseignements là-dessus? On voit que la tendance, elle est négative. Ça prend beaucoup de temps pour l'électorat de bouger, mais regardez le taux de favorabilité. Si vous regardez la courbe rouge, là, où il est passé de 42% en février quand il a été élu, qu'il est à 36 à ce moment-ci, c'est une baisse constante là, de 1 point, 2 points, ainsi de suite à 30. Donc, la tendance est négative. Ce 36%-là d'opinion favorable, il faut se rappeler tout à l'heure qu'on a mentionné que 45% votaient pour les républicains. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui vont quand même voter pour Donald Trump.
C'est ça la subtilité aux États-Unis, là. Faut pas, ce sont pas tous des partisans qui portent la casquette MAGA puis qui appuient Donald Trump. Non. Il y en a qui le font pas parce qu'ils l'aiment pas, mais parce que pour eux, c'est leur meilleur choix pour leur propre portefeuille personnel. Dans le fond, la performance de Donald Trump est très liée à la performance économique qui est encore très bonne aux États-Unis, hein. La hausse du PIB, on parle de plus 3%. Les marchés boursiers sont forts. Le seul facteur qui est incontrôlable, c'est le taux d'inflation, qui est à 2,7%, qui a augmenté de façon importante là, au cours des dernières semaines. Là. Et ça, c'est le seul facteur qui est hors contrôle et c'est la priorité des Américains. Donc, la courbe qui est ici là, reflète, dans le fond, la perception sur l'inflation, qui est vraiment la difficulté de Donald Trump à ce moment-ci. Rajouter les tarifs, rajouter ces décisions qui sont hasardeuses, rajouter l'incertitude sur le marché. C'est vraiment le talon d'Achille de Donald Trump, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui vont voter pour lui en se pinçant le nez. Ouais, en parlant des tarifs et des frais douaniers, je vous rappelle qu'il y a une partie de ce sondage qui a été fait en exclusivité pour 338 Canada et on fera une émission dans les jours prochains lorsque les résultats seront publiés pour aller les explorer. Vous le savez, de la Suisse à l'Europe ou au Canada, c'est un sujet qui effectivement non seulement vous impacte, vous, mais va impacter l'économie américaine. Tu viens de citer une série de chiffres en parlant de l'inflation, etc. J'imagine que tu as vu ce qui s'est passé hier avec le renvoi de la commissaire du BLS. Ces chiffres-là, dans les prochains mois, on va être obligé de les prendre avec un certain recul, non? C'est incroyable. Une vraie république de bananes. Donc, la personne publie des chiffres de création d'emplois qui sont tellement en deçà des attentes de M. Trump que M. Trump décide de le virer. Donc, il va nommer quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, dans le fond, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va triturer les chiffres, elle va changer les chiffres pour faire plaisir aux grands patrons. C'est assez dangereux, ça, pour les gens. D'ailleurs, le marché boursier a réagi négativement à cet égard-là depuis, mais quand même, c'est quand même une décision qui aura un impact considérable. Donc, tous les chiffres qui vont venir des États-Unis, et là, on parle pas de celui-là, on va parler de ceux sur l'inflation et l'ensemble des autres qui s'en viennent, là, parce que quand Donald Trump commence à faire ce type ce type de réaction-là, ça va être une réaction en chaîne, là. Chacun des rapports sur l'emploi, sur l'inflation et tout ça là, vont être discrédités dans l'avenir. Moi, je pense qu'on s'en va sur ce truc-là, on ne va plus publier des chiffres mensuellement, mais on va publier des tendances. Et les tendances, allez vérifier une tendance en disant la tendance est bonne. Faites-moi confiance, la tendance est bonne. Dans votre sondage, vous avez fait... Vas-y. Il utilise les chiffres, il dit n'importe quoi. Vous avez vu cette semaine, là, quand il dit on va baisser les tarifs pharmaceutiques de 300, 500, de 1000%. Ouais. Au-delà de 100%, c'est zéro. Là. Ça n'a aucun sens, là, les chiffres qu'il lance. Imaginez les chiffres qui vont être produits par le Bureau de la statistique américaine n'auront plus aucune crédibilité. C'est quand même assez grave. Ouais, et puis c'est pas étonnant. Tu t'en souviens, on avait suivi les procès où justement en termes ce qui était sur les malversations financières de la Trump Org. Maintenant, on comprend mieux parce qu'effectivement, il a des problèmes avec les maths. Donc, quand il expliquait que il avait 500 millions ou 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards, ça a la même valeur qu'aujourd'hui. Il ne comprend pas qu'on ne peut pas aller plus bas que 100%. C'est pas possible. Dans votre sondage, vous avez fait un petit détour par celui dont on ne voit plus trop. Pourtant, il est là. Il est peut-être caché derrière un sofa. Je parle ici, évidemment, de J.D. Vance. Elle est bonne, hein, elle t'a plu. Donc, vas-y, J.D. Vance, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces chiffres-là? J.D. Vance fait son travail, mais il est très discret. Depuis l'affaire Epstein, là, il est très discret. Moi, je suis persuadé qu'il y a un malaise derrière ça. Mais regardez ses positions sur le dossier Epstein, là, il a été le strict minimum. Il intervient sur d'autres domaines, fait des conférences sur d'autres sujets. Mais c'est quelqu'un qui est mal à l'aise. Et on voit que l'opinion n'est pas nécessairement favorable. Si les gens ont peur de J.D. Vance, moi, j'ai beaucoup moins peur parce que c'est la version articulée de Donald Trump, mais sans le charisme de Donald Trump, sans la force de Donald Trump. Oui, c'est le candidat probable la prochaine fois. Il va essayer de pas se brûler. Et ça, s'il réussit à faire tout le mandat sous Donald Trump, qui est pas nécessairement une chose facile non plus, parce que actuellement, il y a des gens qui sont autour de lui. Imaginez, cet homme-là peut être président des États-Unis dans 3 ans. Qu'est-ce qui se passe concrètement au-delà de ce que vous voyez dans les médias?
Il y a plein d'hommes d'affaires américains qui l'approchent, il y a plein de gens qui le préparent. Et au cas s'il se passerait quelque chose sur M. Trump, parce qu'il est quand même assez âgé, il peut devenir le prochain président des États-Unis. Donc lui, sa seule préoccupation, c'est de gagner la prochaine élection. Fait que pour l'instant, ses appuis sont basés sur ceux de M. Trump. Mais c'est quelqu'un qui a critiqué fortement M. Trump il y a quelques années. C'est quelqu'un qui, M. Trump ne peut pas faire confiance. Il est véritablement à surveiller cet individu-là. Pour l'instant, Ouais. il y a pas vraiment une popularité, il y a pas vraiment une connexion avec les Américains. Et ça va être la principale difficulté, là. Ouais, et justement, on le voit un petit peu dans le chiffre le plus étonnant dans ce sondage. Il est évidemment dans une courbe négative parce que Donald Trump est dans une courbe négative. Tu viens de le dire que leur sort est lié pour l'instant, mais on se retrouve avec quand même 21% des Américains qui t'expliquent qu'ils n'ont pas assez d'informations sur J.D. Vance, alors qu'on sort de 6 mois de campagne intense pour lui. C'est le vice-président et on dit non, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est le signe de quelqu'un qui, effectivement, se cache et laisse les polémiques s'abattre sur Donald Trump. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, d'accord, pour acheter sur le 7% onshore, c'est 28% dans le fond qui n'ont pas vraiment d'opinion à l'égard de J.D. Vance. C'est un taux qui est peu élevé, mais il est quand même à surveiller. Fait que cette donnée-là aujourd'hui est moins importante que la tendance au fil des mois, parce que forcément, là, quand on va passer les élections de mi-mandat, là, ça va devenir la personne qui est plus susceptible d'être le prochain candidat républicain. Si Donald Trump ne se présente pas, hein, ça, on pourra en reparler une autre fois. On pourra en reparler. C'est certain que ce qui s'est passé, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a 2 jours, je comptais en parler dans l'émission d'hier et puis on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à traiter. Mais il y a 2 jours, le Salvador a changé justement sa constitution en autorisant, en rallongeant le mandat de 6 ans et en autorisant de se représenter de manière infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de nombre de mandats. Et la première personne à avoir retweeté cette information, c'est un des conseillers les plus proches de Donald Trump. Voilà, je dis rien. Voilà. Et puis, vu les travaux qu'il fait faire en ce moment à la Maison-Blanche, il donne pas le sentiment de quelqu'un qui veut partir dans 3 ans. Ce que je te propose, Jean-Marc, c'est de faire une toute Mais William, petite... Ouais, là-dessus, vas-y. rapidement, là-dessus, le plus important, ce seront les élections de mi-mandat. Donc, dans un an, les élections en novembre 2026 sont cruciales. Parce que si Donald Trump contrôle encore les deux chambres, il va trouver un moyen pour se présenter. S'il ne contrôle pas les deux chambres, c'est une toute autre histoire. C'est pour Ouais. ça que les élections qui s'en viennent là sont fort importantes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on crée ce baromètre-là pour les gens de Maintenant Média, pour les gens de 338, pour les différents leaders canadiens et américains. C'est parce que il faut être capable de mesurer ce qui se passe. L'élection de mi-mandat va être aussi importante que la prochaine présidentielle. Non, 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 et tu fais bien de le rappeler, hein, c'est vraiment pour ça que on a décidé d'aller plus loin et de collaborer ensemble tous les trois. Et donc, on va vous proposer du tas de contenu là-dessus parce que ça va être passionnant et surtout riche en enseignements. Tu fais bien de le repréciser. Si Donald Trump perd, hein, je le dis souvent, s'il perd la Chambre et le Sénat, il va y avoir une procédure d'impeachment contre lui, qui aura une chance d'aller au bout parce que les démocrates auront la majorité dans les deux chambres. Donc ça fait partie des enjeux et c'est quelque chose qu'évidemment on va tenter de vous décrypter avec Jean-Marc. Ça va être, on va se régaler, hein, soyons clairs, on va se régaler. Je te propose de faire une toute petite pause et puis on lance sur la partie Maintenant Média réservée sur l'affaire Epstein. À tout de suite.